Bonjour, je me présente, je suis Claude Muller. Je suis né à Haguenau, qui, comme chacun sait, était la capitale du Saint-Empire romain germanique au XIIe siècle. C'était là où l'Empire allemand avait son globe, avait sa couronne et avait tous les signes impériaux, tous les attributs impériaux. De profession, je suis professeur, c'est-à-dire un homme qui parle beaucoup, mais qui, curieusement, aime bien beaucoup écouter. À part être enseignant, je ne sais rien faire d'autre. Mes amis me connaissent quelques qualités, et parmi ces qualités, c'est d'être un saltimbanque, c'est-à-dire être devant une télévision. L'Alsace du traité de Westphalie, c'est une Alsace qui n'est pas une Alsace, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, qui donc date de 1648, avec deux traités, Münster et Osnabrück. Le traité de Westphalie, c'est un traité qui n'en est pas un. C'est-à-dire un traité où il y a tout et son contraire. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans les deux traités des choses qui sont totalement contradictoires. L'idée générale est que le roi de France reprend à son compte les droits que l'empereur d'Autriche possède en Alsace. Sachant que l'Alsace n'est pas une entité politique, mais une mosaïque. Le terme de Alsace serait plutôt un espace géographique qui ne serait qu'un demi-espace géographique, puisque l'Alsace et le pays de Bade formeraient de part et d'autre le territoire idéal. Le traité de Westphalie ne résout strictement rien au niveau de la mosaïque politique qui existe en Alsace. C'est-à-dire que, grosso modo, le sud de l'Alsace est administré par l'empereur d'Autriche, mais le nord de l'Alsace, par exemple, est un ensemble de petits territoires appartenant à des princes possessionnés étrangers, c'est-à-dire non alsaciens. Après 1648, Louis XIV, qui commence à régner, je vous rappelle, en 1661, 3 ans après la naissance de la bière Kronenbourg, faut-il le rappeler, Louis XIV essaye de mettre la main sur un territoire que le traité de Westphalie ne lui a pas vraiment donné. Ce qui explique qu'il y a tout de suite ce que l'on appelle les réunions. Les réunions, ce sont l'usage de la force pour prendre des petits territoires, comme par exemple la région de Bar, ou tous les villages qui se trouvent autour de Bar ou de Marlenheim. Et puis, bien sûr, il y a la volonté de mettre la main sur l'Alsace. C'est ainsi que, tout de suite, dès l'arrivée de Louis XIV, il y a des combats en Alsace. Il y a des combats, Turenne arrive par exemple à Turckheim, et puis il y a des choses qui arrivent, l'incendie de Haguenau, qui est donc ma ville natale, qui fait que les armées de Louis XIV pratiquent la politique de la terre brûlée. Haguenau brûle, et c'est parce que Haguenau brûle que lorsque les canons royaux encerclent la ville de Strasbourg, et que Strasbourg se rend sans résistance, parce que les Strasbourgeois savent très bien que s'ils ne se rendent pas, la ville brûlera aussi. Donc la ville de Strasbourg, qui est une ville libre d'empire, ne se donne pas à la France, comme certains historiens ont pu le dire. La ville de Strasbourg devient française par la force et parce que les Strasbourgeois, sont suffisamment intelligents pour ne pas dire non. Et je rappelle que la ville de Mulhouse est restée indépendante, alliée au canton suisse jusqu'en 1798, c'est-à-dire plus de 100 ans après la prise de Strasbourg. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu de paix véritable en Alsace, au moins jusqu'en 1697, et que Mulhouse a aussi été prise par
un autre subterfuge qui est tout simplement l'asphyxie économique et douanière de la ville pour qu'elle aussi se donne à la France. Chacun d'entre nous sait qui il est. Qui il est, et pourtant a une part d'ombre en lui-même. Chacun d'entre nous est capable de tout et de son contraire. L'Alsace pourrait être un agrégat d'un tas d'individus qui sont tout et leur contraire. L'Alsace pourrait peut-être être d'abord une région géographique. Allant plus loin, les frontières de l'Alsace se sont faites petit à petit au cours de l'histoire. Par exemple, la ville de Landau était française au temps de Louis XIV et elle est restée jusqu'au traité de Paris en 1815. Or, Landau actuellement est une ville allemande. Donc, les frontières se sont petit à petit imposées par la conjoncture géopolitique. Mais donc, l'Alsace pourrait être une plaine, riche depuis toujours, riche de son agriculture, bosselée au nord, c'est ce qu'on appelle l'outre-forêt, bosselée au sud, c'est ce qu'on appelle le Sundgau, avec un piémont viticole. Voilà ce que pourrait être l'Alsace du point de vue géographique. La question se pose, qu'est-ce qu'un Alsacien? Un Alsacien pourrait être par définition un habitant de l'Alsace. Un habitant de l'Alsace. Un habitant de l'Alsace, est-ce une personne qui est née en Alsace? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas née en Alsace mais qui vit en Alsace? Est-ce une personne qui est de façon transitoire en Alsace avant d'être ailleurs ou, après avoir été en Alsace, être dans d'autres régions? Donc la définition de l'Alsace paraît plus difficile à donner que la définition de l'Alsacien serait plus difficile à donner que la définition de l'Alsace. L'Alsace, une entité géographique, l'Alsacien, habitant de l'Alsace. Le problème, c'est que autour de l'Alsacien, il y a des représentations qui sont liées à l'histoire. Un Alsacien en 2018 pourrait peut-être être Christian Hahn, parce que Christian est un prénom qui est francophone, Hahn étant un patronyme germanique, tout comme le mien, Claude Müller. Mais Karim Benguigui, né à Colmar, est tout aussi alsacien que Claude Müller. S'il a vécu pendant toute sa jeunesse à Colmar et qu'il habite encore de nos jours à Colmar, il est alsacien. Il pourrait avoir des traits différents qui pourraient être sa confession musulmane ou son absence de confession. Il pourrait être différent dans la mesure où il ne parle pas l'alsacien, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas encore introduit la dimension dialectale. Un Alsacien est-il alsacien s'il ne parle pas alsacien? Was ist Elsässer? Elsässer normalerweise redt Elsässisch. Mais un Alsacien en français, parle-t-il l'alsacien? Si l'on prend le critère du dialecte alsacien, on va dire que, pour être sympathique en 2018, puisque nous enregistrons en 2018, un Alsacien pourrait être un Alsacien qui ne parle pas l'alsacien. Mais Elsässer, normalerweise redt Elsässisch. Donc la dimension dialectale est actuellement une grosse source de difficulté dans la mesure où l'alsacien perdure, mais où le dialecte alsacien décline. Il y a donc là un paradoxe que pour le moment personne n'arrive à résoudre. Alors je pense qu'un dialecte, qui n'est pas pareil qu'une langue, mais qui se définit quand même comme une langue, un dialecte peut constituer le ciment d'un groupe de personnes. De parler la même langue, indiscutablement, est un trait d'union. Le fait de parler des langues différentes amène un problème, et il se trouve qu'en Alsace, on parle plusieurs langues, ou plusieurs dialectes. On s'exprime par exemple en arabe, et d'oublier ceci fait que nous passons à côté de la réalité de l'Alsace
de 2018, à savoir qu'il n'est pas sûr que l'on parle plus l'alsacien que l'arabe en Alsace en 2018. Ce qui interpelle fortement l'historien, qui est en fait aussi le citoyen, c'est-à-dire un historien contemporain. Donc, pour en revenir à la langue ou au dialecte, il est sûr que c'est un ciment et que c'est un constituant d'une identité. Il est sûr qu'une histoire est aussi le ciment d'une unité. Le problème pour l'Alsace, c'est que l'histoire alsacienne est une histoire fragmentée. Parce que, pour rappel, pour les gens qui ne le savent pas, l'Alsace est une des régions françaises, pour ne pas dire la seule région française, à avoir connu des changements de nationalité. Ce que d'autres régions, comme l'Île-de-France, n'ont pas connu, comme la Bretagne n'ont pas connu, peut-être la Savoie et Nice, pour ne prendre que ces exemples-là. Et de cette histoire fragmentée résulte peut-être la difficulté majeure. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une identité à base historique, des Alsaciens peuvent choisir un terreau qui est différent. Je m'explique. Le fait que en 1648, l'Alsace était d'abord allemande, puis qu'elle est devenue française. En 1870, elle est passée de française à allemande. En 1918, elle est repassée française. En 1940, elle était de nouveau allemande. En 1945, de nouveau française, fait que ce basculement qui existe entre la France et l'Allemagne a forcément laissé des traces. Il a laissé des traces dans Claude Müller, il a laissé des traces selon que l'on parle le dialecte ou que l'on ne le parle pas, dans un sentiment d'appartenance à un pays qui peut être ou l'Allemagne ou la France, avec le substrat qui est évident, à savoir la culture qui va avec, voire même la culture politique. Pour l'Allemagne, peut-être plutôt être tenté par le fédéralisme, pour la France, être plutôt tenté par la République une et indivisible. Donc, j'ouvre toutes les portes, volontairement, dans mon propos, pour montrer la complexité de quelque chose qui existe, que des chansonniers ou que des amuseurs ou que des saltimbanques ou des artistes, pour prendre le terme noble, essayent à chaque fois de humer, de comprendre, et plus l'on cherche à comprendre, plus on complexifie, ce qui est le principe, comme chacun sait, de la connaissance, parce qu'il n'y a pas d'idée simple, ni d'idée simpliste. Un Alsacien, c'est pas tout simplement une réponse en 3 mots. Alors la question de l'Alsace dans le Grand Est est une question qui est délicate en 2018. Elle est délicate parce que les hommes politiques ne s'entendent pas sur la question et que si l'on regarde les différentes déclarations des uns et des autres, quel que soit le bord politique dont les hommes ou les femmes politiques sont issus, il y a beaucoup de divergences et pour ne pas dire, il y a une cacophonie certaine. Il ne faut pas seulement jeter la pierre aux politiques parce que les intellectuels de leur côté sont tout aussi divisés, tout aussi fragmentés. Aucun Alsacien, semble-t-il, quand on regarde le courrier des lecteurs des différents journaux, aucun Alsacien n'a apparemment le même avis que son voisin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes la conséquence d'une histoire fragmentée, d'une culture fragmentée, qui peut aussi être, d'une certaine manière, totalement représentative de ce qui existe en 2018, au moment où nous sommes enregistrés, puisque la France connaît le problème des gilets rouges, qui interpellent des gilets jaunes, qui interpellent la société. Donc, l'Alsace dans le Grand Est. Alors, premier élément de réflexion, l'Alsace est une entité politique ou n'est-elle pas une entité politique? Historiquement, l'Alsace n'a pas toujours été une entité politique. Elle a même été plus souvent autre chose qu'une entité politique générale.
L'histoire prouve que l'Alsace unie, ça n'existe pas. L'Alsace a toujours été morcelée du point de vue historique. De même que la région Alsace, pour autant que je m'en souvienne, était quelque chose de relativement récent, de 1986 peut-être, mais je me trompe. Donc c'est quelque chose qui est très très récent. Donc l'Alsace a toujours été d'une certaine manière intégrée dans des espaces politiques ou géopolitiques différents. Et donc l'Alsace dans le Grand Est n'est historiquement qu'un avatar supplémentaire. Je dis que le tort des élites alsaciennes est de se référer à 1648, alors que la réalité de 2018 est quelque chose qui est totalement différente et qui ne se trouve ni devant cette caméra de télévision, ni dans les journaux. Il y a en Alsace 20% de la population qui n'ont strictement rien à voir avec l'Alsace au sens géographique, au sens linguistique, au sens culturel du terme. Des gens qui habitent en Alsace, qui se sentent sans doute bien en Alsace, qui sont heureux de se trouver ici et non pas ailleurs, mais qui sont totalement distincts de ce qui existe. Je me permets de rappeler quelque chose d'historique que peut-être chacun d'entre nous connaît. Gandhi était d'abord avocat en Afrique du Sud. Lorsqu'il a fait parler de lui à propos de l'égalité des droits, il a eu tout à coup accès à la célébrité et les Indiens se sont dit « Tiens, il y a un Indien qui se trouve là-bas en Afrique du Sud ». On a fait un appel du pied à Gandhi qui est allé en Inde. Lorsqu'il est venu en Inde, un responsable politique a dit « Gandhi, si tu veux parler de l'Inde, il faut d'abord que tu saches ce que c'est que l'Inde ». Et Gandhi a voyagé pendant 1 an dans toute l'Inde pour savoir qu'est-ce que c'est l'Alsace. Et donc Gandhi a découvert la même fragmentation qu'il existe en Alsace. C'est-à-dire que la volonté d'une certaine intelligentsia est de croire qu'il existe un modèle unique alsacien que d'ailleurs personne n'a réussi à définir, alors que nous sommes un agrégat de personnalités, de cultures différentes, puisque je n'ai pas encore cité, sauf par allusion, une autre identité alsacienne, qui est de dire que l'Alsace est une terre, était une terre catholique en majorité, avec une très forte minorité protestante. La moitié des protestants de France, eh bien, sont alsaciens. De même qu'une très forte minorité juive, puisque nous sommes enregistrés juste à côté de la synagogue de Strasbourg, avec la moitié des juifs de France qui habitent en Alsace, alors que pourtant ces mêmes juifs font l'Aliyah et donc vont à Jérusalem pour vivre en Terre Sainte une fois qu'ils ont accompli leur carrière en Alsace. Tout ceci, c'est l'Alsace. L'Alsace n'est pas une, elle est multiple, elle est infinie, et chacune de ses composantes, quelles que soient les idées politiques, quel que soit le travail que l'on fait, quelle que soit la culture, quelle que soit la confession, en rappelant qu'il y a de plus en plus d'athées ou de gens qui refusent une quelconque religion, tout ceci, cela fait une Alsace. Une culture est par définition un agrégat, tout comme un individu est un agrégat. C'est-à-dire qu'une culture a peut-être ses codes d'accès, mais une culture, c'est par définition prendre. La culture romaine, la culture latine, est une culture qui était certes celle de Rome, mais Rome a toujours assimilé toutes les cultures des provinces qui ont été conquises. La culture alsacienne est une culture d'agrégat, qui est certainement un exemple de culture dans la mesure où c'est une culture où l'agrégation est
plus multiple qu'ailleurs à cause de son histoire. Parce qu'il y a la culture, bien sûr, française, la culture allemande, mais il faut bien dire aussi qu'il y a la culture polonaise, il y a la culture italienne, il y a la culture espagnole, il y a la culture turque, il y a la culture maghrébine. Et je me répète, il y a des Turcs qui habitent par exemple à Colmar, il suffit de traverser le Rhin, ils vont à Freiburg, ils ne sont pas dans la culture allemande, ils retrouvent d'autres Turcs, étant donné qu'il y a quasiment presque autant de Turcs maintenant dans l'espace rhénan qu'en Turquie. J'exagère quelque peu, mais la culture alsacienne, c'est un ensemble de choses. La culture alsacienne, c'est peut-être d'abord le sentiment d'être alsacien, tout simplement. C'est quelque chose qui se traduit par une culture qui est à la fois écrite et une culture orale. Une culture écrite avec, même si le dialecte se parle et ne s'écrit pas, des poètes qui ont tout de même écrit, phonétiquement ou pas, que l'on peut lire, que l'on peut découvrir. Une culture orale. Et c'est pour revenir à cette culture orale, c'est cette culture orale qui me semble être en déperdition à cause du nombre de personnes qui pratiquent cette culture orale. Alors certes, il y a encore le théâtre alsacien. Certes, de temps en temps, dans les troupes, il y a l'une ou l'autre personne qui est de moins de 30 ans et qui est acteur. Mais fondamentalement, quand on regarde le théâtre alsacien, c'est un théâtre de troisième âge, dont je fais partie, puisque j'étais à la choucrouterie de Cipher hier, et quand j'ai regardé dans la salle, c'était des gens de mon âge et plus, mais pas des gens qui étaient moins âgés que moi. Donc, la culture alsacienne existe, mais le problème est son rayonnement. Le problème est son rayonnement. Est-ce que cette culture alsacienne est suffisamment véhiculée? Est-ce que cette culture alsacienne qui existe est-elle entendue? Est-elle assimilée? Et je pense que c'est ça le vrai problème. C'est une culture, pour certains dans notre temps, et une culture qui n'est pas vraiment réactualisée, peut-être. C'est parce que le dialecte meurt que des gamins ne veulent plus travailler en Allemagne, comme leurs parents ou leurs grands-parents, que l'Allemagne, qui aurait bien voulu recruter des Alsaciens, recrute des personnes d'autres nationalités. C'est paradoxalement des élites alsaciennes qui ont investi dans l'allemand qui deviennent ingénieurs à Karlsruhe, mais ça en fait un par rapport à 1000 travailleurs frontaliers qui ne veulent plus travailler en Allemagne à cause de la langue. Donc cette évaporation, c'est exactement, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une évaporation de l'identité. L'identité n'est plus une, mais l'identité est multiple. D'où le projet collectif. Le projet collectif, c'est-à-dire de mettre des identités multiples ensemble pour définir la plus petite identité commune. Les intellectuels alsaciens et les intellectuels alsaciens n'aboutissent à rien. C'est bien le constat qu'il faut faire. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait une affirmation contradictoire par rapport à une autre qui a paru la veille. Nous tournons en rond. Depuis 2013, depuis le référendum, et peut-être même devant, et même sans doute avant. Pour le moment, nous n'arrivons à rien. C'est-à-dire que la déconstruction amène à se poser des questions, ce qui est toujours une bonne chose, et amène forcément un cycle de reconstruction. C'est la loi du genre. Mais je pense que nous sommes actuellement dans une phase de déconstruction. La question de la tradition. Qu'avons-nous appris? Que laissons-nous à nos enfants? Qu'avons-nous appris? L'Alsacien est un homme d'ordre. Donc samedi, il a fallu, en tant que gamin, que je balaye devant chez moi, parce que c'était le samedi qu'on balayait devant chez soi. Bien.
qui de nos jours balaye encore le samedi devant chez soi, qui balaye un autre jour que le samedi. Bon, la tradition. La tradition, ça peut être une tradition historique. Mais laquelle? C'est d'aller le 11 novembre en Allemagne pour faire ses courses. C'est moyen. D'autant plus que quand on fait ses courses et que quand on voit d'autres Alsaciens qui font des courses avec vous, on se dit que finalement on est un mouton comme tous les autres. Et donc quand on dit qu'on est un mouton, ça veut dire qu'on cherche à se démarquer et cela renvoie à l'homme contemporain. C'est-à-dire que l'homme contemporain a-t-il envie de faire partie d'une compagnie, d'une communauté, d'un agrégat d'individus unis dans un même combat, dans un même objectif, dans une même espérance? Ne sommes-nous pas tous des individus, de plus en plus poussés à l'individualisme, que Internet favorise ou ne favorise pas, peu importe, puisque nous sommes connectés au monde, mais nous ne parlons pas avec la personne qui est assise à côté de soi. Donc la tradition alsacienne, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est peut-être le sapin de Noël, le bébé qui arrive par la cigogne, qui était déjà amené à la cigogne en Algérie à l'époque où il y avait des colons alsaciens qui y étaient. La tradition alsacienne avec les œufs de Pâques, avec le lièvre de Pâques qui apporte des œufs, ça n'a jamais choqué personne, mais bon. Donc même la tradition, à mon avis, a du plomb dans l'aile, mais la tradition a du plomb dans l'aile et la tradition, encore une fois, est multiple et différente. Si vous êtes un Alsacien de tradition juive, ben vous avez un calendrier liturgique qui a une certaine importance. Si vous êtes dans une tradition protestante, il y a une tradition liturgique qui a une certaine indépendance, qui est totalement indépendante, finalement, de la culture générale dans laquelle vous vivez, puisque vous avez votre propre tradition qui supplante la culture générale. Il fut un temps où lorsqu'il y avait l'Alsacien, lorsqu'il y avait une culture alsacienne, cette culture alsacienne, d'une certaine manière, supplantait la culture dominante. C'est-à-dire que finalement, qu'il y ait des Français, qu'il y ait des Allemands, tout le monde s'en fiche, dans la mesure où tu continues à parler en alsacien. Donc il y avait un ciment. À partir du moment où tu n'as pas de référence, où tu ne t'exprimes plus dans un dialecte, où tu ne savoures pas le fait que l'autre te dise « Ah, mais toi, tu viens pas de Haguenau parce que tu parles pas comme moi », parce que finalement, on ne sait pas quel est le dialecte à Haguenau et quel est le dialecte pas à Haguenau. Donc tout ça, cela part. Donc la tradition alsacienne, est-ce que ce qu'on produit sur FR3 alsacienne, qui est un lambeau de tradition alsacienne, est-ce que c'est pas quelque chose qui ne correspond finalement à rien? Et c'est-à-dire quelque chose qui véhicule peut-être une image d'antan, et encore est-ce bien sûr, alors que le monde de 2018 est totalement différent. Est-ce que la nostalgie du passé peut être une espérance? C'est une question qui est posée à chacun d'entre nous. À mon âge, puisque j'ai plus de 60 ans, forcément, à chaque individu, donc à chaque peuple. Je crois que fondamentalement, le laboratoire fondamental, c'est soi-même. Soi-même est représentatif d'une population, d'un peuple, dans un endroit donné. Je pense qu'il y aura des hommes et des femmes de bonne volonté qui, dans ce chaos ambiant, réussiront à fédérer d'autres personnes, ou peut-être pas une personne qui fédère, mais des gens qui se mettront ensemble. Donc tout dépendra de l'option politique de l'autogestion ou du chef qui est tout à coup l'homme providentiel. Bon, peu importe les moyens, il sera radieux parce que l'Alsace ne mourra jamais. Elle ne peut pas mourir. L'Alsace se nourrit de ces divisions. C'est parce que à tous les repas de famille, on est en train de rappeler que l'oncle, il était pro-nazi, et que la marraine était bleu-blanc-rouge, et que, dans la famille Badina, il y a Mohamed Badina,
parce qu'il y a tout à coup un Madina qui s'est converti à l'islam et que les autres qui râlent parce qu'ils sont catholiques mais qui ne vont plus à la messe trouvent que cela ne se fait pas. Il sera radieux parce que tant que l'homme sera l'homme et tant qu'il y aura des points de divergence, il pourra aussi construire des points de convergence.